Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT sur Monaco Info avec une actualité marquée ce lundi par la rentrée des classes. En principauté, une rentrée synonyme de nouveautés pour près de 5700 élèves qui ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Vous le découvrirez dans quelques instants dans les différents reportages réalisés au sein des établissements scolaires de Monaco. Vigilance orange, alerte météo, pluie et inondations. Comment les vallées de la Vésubie et de la Roya vivent-elles ces moments? Où en sont-elles dans leur reconstruction après le passage de la tempête Alex? Et comment voient-elles l'avenir? Nous recevons ce soir Alain Jardinet, premier adjoint au maire de Saint-Martin-Vésubie. Il nous précisera également comment Monaco a été un réel soutien. Puis nous parlerons sport avec l'élite mondiale de la pétanque féminine réunie en principauté pour la 3e édition du Challenge Princesse Gabriella. Et enfin, à la fin de ce JT, nous évoquerons une autre rentrée, celle de Radio Monaco, qui sont les nouveaux visages, les nouvelles voix qui rythmeront l'antenne cette année. Benjamin Ducongé, directeur des programmes de Radio Monaco, nous en dira plus. Une semaine après leurs voisins français, les élèves de la Principauté ont repris le chemin de l'école. Près de 5700 élèves sont concernés par cette rentrée scolaire. L'une des grandes nouveautés cette année, c'est l'ouverture du nouveau collège Charles III, un établissement central et polyvalent que les élèves ont pu s'approprier aujourd'hui. Le reportage de Christine Datomel et Olivier Bonello. La sonnerie a retenti pour la toute première fois au sein du collège Charles III. La promenade honorée de vibrer aujourd'hui au cri des enfants. Les collégiens ont intégré les nouvelles infrastructures du collège Charles III. Une nouvelle aventure donc qui débute pour les élèves et leurs professeurs, mais aussi pour les parents. On est contents. Nous, on a une fille qui est rentrée ce matin en 3e. Et là, on a les 2 derniers en 6e. Bon, je pense que on est plus nous peinés qu'eux. Ah, c'est voilà, le cœur de maman qui se dit bon bah ça y est, une nouvelle étape et puis ils deviennent plus grands. Mais en tout cas on est très contents des installations. On voit bien comme toujours, en fait Monaco fait des super trucs, quoi. Et si le cœur des mamans était quelque peu serré aujourd'hui, celui des enfants battait la chamade, des sourires et de l'euphorie pour cette nouvelle rentrée dans ce tout nouveau collège. Pour l'instant ça se passe très bien, il est très beau le collège, c'est encore, on est encore un peu perdu mais sinon ça va. Moi j'aime bien ma classe et en vrai ça va, je suis contente. Le collège il est vraiment propre, très beau et il est mieux que l'ancien surtout, très donc il est vraiment bien. On est encore un peu perdu là, il est super grand mais ça va, il est bien. Le nouveau collège il est largement mieux que l'ancien. L'ancien il n'y avait pas la clim. L'été, du coup, c'était archi dur et l'hiver, il faisait beaucoup trop froid. De travailler dans de meilleures conditions, parce que des fois, l'année dernière, par exemple, dans les contrôles, il faisait chaud et tout, du coup, on n'avait pas envie de travailler, quoi. Alors que là, ça va, on a la clim et tout, donc je pense que ça va être mieux cette année. Là, maintenant, il est mieux, celui-là. Il est super beau. Regardez, il y a une piste d'athlétisme là-bas. Wow, vraiment très, très beau. Une rentrée donc sous les meilleurs auspices, une nouvelle étape de l'aventure éducative pour le corps enseignant et une nouvelle année scolaire avec toutes les chances de succès pour les élèves du collège Charles III. Voilà des élèves visiblement très conquis par leur nouvel établissement. Autre rentrée scolaire que nous avons suivie, celle de l'école de la Condamine. Elle s'est effectuée en présence notamment de membres du gouvernement princier. Le récit de Fabien Bonilla sur des images d'Arnaud Imbert. Ce lundi matin s'est déroulée une rentrée atypique à l'école de la Condamine. La rentrée scolaire évidemment pour les élèves, mais il s'agissait également de la première rentrée scolaire pour Jean-Philippe Vinci en tant que nouveau directeur de la DENJS, pour le ministre de l'Intérieur Lionel Beffre qui a pris ses fonctions début août, et première rentrée scolaire en principauté pour le nouveau ministre d'État Didier Guillaume. Tous les trois étaient présents pour accueillir et souhaiter la bienvenue à une classe d'élèves de CM1. Il faut que vous ayez des notions de base, de savoir écrire, de savoir compter, de savoir lire très très bien. Mais soyez heureux, parce qu'à l'école c'est un lieu où il faut être aussi heureux. La visite s'est poursuivie dans les espaces dédiés à l'unité localisée pour l'inclusion scolaire, autrement dit Ulysse. Ces unités accueillent des élèves souffrant de troubles cognitifs importants avec une incidence sur l'apprentissage scolaire. Ils bénéficient de professeurs et d'éducateurs spécialisés. Ces dispositifs sont mis en place à l'école de la Condamine, au collège Charles III et au lycée Régnier III. Cette année, 14 jeunes bénéficieront d'Ulysse à l'école de la Condamine. Le ministre d'État a pris ses fonctions lundi dernier. Moi, je les ai prises au début du mois d'août et il était normal que lui-même veuille se rendre compte de la façon dont se passe la rentrée à Monaco. On a constaté des bonnes conditions de travail,
Le ministre d'État a vu aussi 2 classes Ulysse pour bien montrer que le système éducatif de Monaco traite l'ensemble des élèves, y compris ceux qui ont plus de difficultés, et il a insisté sur la nécessité d'intégrer au maximum ces élèves. Alors ils le sont à travers les classes Ulysse, et le bon travail qui doit être fait au sein d'une école, entre d'un côté les classes Ulysse et puis de l'autre côté toutes les classes. Et il a remercié évidemment les enseignants pour le travail qui était effectué, alors souhaitant bon courage pour cette nouvelle année scolaire. Cette visite gouvernementale n'a en rien perturbé la rentrée des enfants qui étaient pour beaucoup ravis de retrouver leurs camarades. C'est cool parce qu'on va avoir de nouveaux amis, un nouvel enseignant. L'année dernière, c'était cool aussi, mais là, c'est nouveau, on passe à l'évolution. La rentrée, c'est un peu stressant parce qu'on ne sait pas qui on va avoir dans la classe. Ouais, voilà, quoi, c'est super stressant. Un stress qui est parti aussi vite qu'il est venu. Les 382 élèves de l'école de la Condamine sont prêts à affronter cette nouvelle année scolaire. Eux s'apprêtent à vivre leur dernière année sur les bancs de l'école avant de prétendre à des études supérieures. Les élèves de terminale ont fait aussi leur rentrée aujourd'hui. Nous avons suivi les lycéens de l'établissement François d'Assise Nicolas Barré. Ils sont 70 en tout, divisés en 4 classes. Comment ces élèves ont vécu ce moment important, synonyme de baccalauréat et d'orientation à la fin de l'année? Réponse dans ce reportage d'Émilie Flamin et Camille Caloni. C'est parti pour une nouvelle année pour cette classe de terminale. Comme vous le savez, à la fois vous avez le bac à obtenir, vous aurez également notre dossier Parcoursup à constituer et ça vous permettra votre orientation pour les années suivantes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Patrice est professeur de SVT depuis plus de 30 ans. Cette année encore, il endosse le rôle de professeur principal pour accompagner au mieux ces jeunes dans leur dernière année en tant que lycéens. Alors il y a une préparation pour le scolaire, c'est vrai qu'ils acquièrent un certain niveau et en cela, l'ensemble des matières et particulièrement les spécialités qu'ils ont choisies vont leur permettre d'acquérir les connaissances qu'il faut. Mais il faut aussi les préparer pour leur Parcoursup, il y a tout un dossier à remplir et c'est vrai que c'est pour eux une démarche administrative lourde et en cela, le professeur principal est enclin à davantage les aider que les autres professeurs. Et il faut faire en sorte qu'ils remplissent correctement ces dossiers. Donc c'est vrai que c'est pour les terminales quelque chose d'important. Dans cet établissement où certains jeunes étudient depuis la primaire, la terminale est un réel moment charnière dans leur cursus scolaire. Nous les avons vus changer, évoluer, et je dois le dire, la plupart du temps très positivement. Ils sont devenus, ce qu'on a l'habitude de dire aussi, des hommes et des femmes responsables. Et c'est ça aussi qui est pour nous un signe de, je dirais, reconnaissance par rapport aux principes qu'on a pu leur donner, mais aussi, si vous voulez, notre satisfaction personnelle de voir comment ils ont pu évoluer et comment ils vont rentrer, je dirais, dans un monde qui est le monde des adultes. Parce que jusqu'à présent, ils étaient plutôt dans un monde qui était un peu chouchouté, où on les accompagnait avec bienveillance, mais on essayait quand même de leur montrer qu'il y avait des limites à ne pas franchir. Mais maintenant, je dirais, ils vont d'eux-mêmes rentrer dans ce monde et devoir se débrouiller tout seuls. L'année dernière, le lycée François d'Assise Nicolas Barré a eu un taux de réussite de 98% au bac. Voilà donc une rentrée scolaire globalement sereine et comme le rappelait Jean-Philippe Vinci sur notre antenne dernièrement, l'école doit être le lieu de l'exigence et celui du bonheur d'apprendre. L'interview du nouveau directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports réalisée par Patricia Navarro est d'ailleurs toujours disponible en replay sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Le 2 octobre 2020, la tempête Alex ravageait les vallées de la Vésubie et de la Roya, laissant de nombreux dégâts sur son passage. Dès le lendemain, une importante chaîne de solidarité s'était formée pour soutenir la région. La principauté avait par exemple débloqué une aide financière conséquente. 4 ans plus tard, ce soutien se poursuit. Demain, un dispositif de sauvegarde et de restauration du patrimoine financé par Monaco sera présenté à Nice. Mais comment se reconstruisent les vallées? Comment voient-elles l'avenir? Pour le savoir, nous sommes en duplex avec Alain Jardinet. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le premier adjoint au maire de Saint-Martin-Vésubie. Quand on voit les appels successifs à la vigilance orage, pluie et inondation, on ne peut s'empêcher de penser aux vallées de l'arrière-pays. Est-ce que la météo de ces derniers jours a causé des dégâts? L'alerte orange que nous avons eue donc hier a été une alerte entre guillemets à peu près normale pour nous. Nous avons eu aucun dégât sur Saint-Martin-Vésubie dans la journée de samedi et de dimanche. 4 ans après le passage de la tempête Alex, est-ce que ce traumatisme est toujours présent?
Alors le traumatisme est toujours présent et il est toujours présent chez les gens. À partir du moment où, la météo annonce de fortes pluies, les gens sont inquiets et ça c'est légitime. Et en ce qui nous concerne, nous élus, bien sûr, on est sur le qui-vive et donc on regarde avec une attention toute particulière le déroulement de l'épisode pluvieux-orageux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des habitations qui sont difficiles d'accès suite au passage de la tempête Alex en octobre 2020 ? On a malheureusement le hameau du Villard, donc qui est encore isolé, avec 8 maisons inaccessibles en voiture. Les gens n'y vont qu'à pied. Autrement, tout le reste a repris une vie tout à fait normale. Justement, où en est votre commune dans sa reconstruction ? Dans la reconstruction, on commence à voir un petit peu les balbutiements de la reconstruction et les balbutiements de choses qui sont bien faites, notamment à l'entrée du village. C'est long, c'est très long, mais la tempête Alex a fait des dégâts énormes, du Boréon jusqu'à l'entrée du village et de la Madone jusqu'à l'entrée du village. Donc, c'est des travaux qui sont conséquents. Là, ce qui est en train de se faire à l'entrée du village nous permet un petit peu de voir l'avenir de façon bien meilleure. Immédiatement après le passage de la tempête Alex, vous avez reçu de nombreux soutiens, dont celui de la Principauté de Monaco. Est-ce que, justement, la Principauté a été une réelle aide dans ce processus de reconstruction ? Lors de la tempête Alex, on a été énormément soutenu par la Principauté de Monaco, comme d'ailleurs par toute la France, entre guillemets, puisqu'on a reçu des dons de partout, mais particulièrement par la Principauté de Monaco. Et je remercie encore le prince Albert de tous les efforts qui ont été faits pendant la crise. Maintenant, au niveau de la reconstruction, les aides que l'on va avoir, ce sont sur des projets qui vont arriver, mais on n'y est pas encore. Et notamment, par exemple, pour la reconstruction du stade, pour la reconstruction du musée, pour la reconstruction. Donc, on en a en phase d'études, on en a en phase de permis de construire, et on verra vraiment cette reconstruction que dans les 2 ans à venir. Voilà, parce qu'une convention a été signée en 2021 avec la Fondation du patrimoine pour financer 30 projets de sauvegarde. Cela sera l'objet de la réunion qui se tient demain à Nice. Outre le patrimoine écologique et touristique, entre guillemets, et notamment écologique avec donc notre commune qui est appelée la Suisse niçoise, on a un patrimoine architectural et un patrimoine de mémoire important, donc avec notre musée des traditions, notre église et nos chapelles, nos différentes chapelles, et on a des travaux à faire dans tous les domaines. Et en ce qui concerne le musée des traditions, on en est bientôt à la phase du dépôt de permis de construire. Il est important, Alain Jardinet, de montrer une autre image de votre commune que celle que nous avons tous en tête après le passage de la tempête Alex et la tempête Aline. Ce sont le Boréon et la Madone, puis après la Vésubie à leur confluence, qui ont été vraiment touchés. Mais dès qu'on est légèrement au-dessus, c'est-à-dire dès qu'on s'élève un petit peu au-dessus, 30-40 mètres au-dessus des grosses tranchées qui ont été faites donc par la tempête Alex et la tempête Aline, eh bien, on a toujours la beauté de notre village, la beauté de nos paysages, et notamment quand on est sur le secteur Madone, sur le secteur Trécoupas, sur le secteur bien connu par les montagnards, la Coucourde, et de l'autre côté, sur le côté de la Madone. Sur le côté du Boréon, rien n'a bougé et notre paysage est toujours aussi beau et aussi varié. Oui, nous invitons nos téléspectateurs à aller découvrir ces beaux paysages de Saint-Martin-Vésubie. Merci beaucoup, Alain Jardinet, d'avoir été notre invité ce soir. C'est très bien, merci. Et nous reviendrons sur la présentation de ce dispositif de sauvegarde et de restauration du patrimoine financé par Monaco dans notre édition de demain. Du sport, à présent, avec le challenge Princesse Gabriella, une nouvelle fois, l'élite mondiale de la pétanque féminine était au rendez-vous au Boulodrome Régnier 3 de l'espace Saint-Antoine. Qui a dominé cette 3e édition ? Eh bien, la réponse dans ce reportage de Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. Championne de France, championne d'Europe et même championne du monde étaient présentes ce week-end au Boulodrome Régnier 3 pour la 3e édition du Challenge Princesse Gabriella, un tournoi exclusivement féminin qui a su une nouvelle fois attirer l'élite de la pétanque mondiale. 70 équipes étaient présentes, parmi lesquelles on retrouve 2 équipes de France, la Belgique, championne d'Europe en titre, ou encore l'Allemagne. Monaco, quant à eux, avait 7 équipes engagées dans le tournoi, dont la doublette composée de Camille Poder, 18 ans, et Sasha Djarif, 19 ans, qui ont créé la surprise en se hissant jusqu'en demi-finale, malgré un tableau
tableau extrêmement relevé. On a essayé de faire le maximum de ce qu'on pouvait faire, on va dire. Et c'est vrai que déjà c'était une belle surprise de pouvoir rester dans le concours A parce qu'on a fait 2 victoires sur 4 parties dans les parties de classement. Et ensuite, on a joué les boules qu'il fallait et j'étais quand même agréablement surprise de pouvoir avancer autant dans ce concours. Une incroyable première pour Camille Poder et Sacha Diarif, qui se sont inclinés face aux futurs gagnants de l'édition, la paire française composée de Nadège Bossion-Prota et de Nelly Perret, vice-championne du monde et maintenant triple tenante du titre ici à Monaco. Je suis toujours contente de venir ici. Je suis venue la première fois, franchement, quand j'ai vu le cadre, c'était splendide. Je suis venue gagner le challenge Gabriela, ça m'a fait énormément plaisir. La deuxième année, il m'a dit je te réinvite avec une autre personne. Donc je regagne aussi. Et là, la troisième fois avec une autre personne. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de venir gagner le challenge Gabriela à Monaco. Maintenant, place aux hommes, samedi 14 et dimanche 15 septembre au Boulodrome Régnier 3 pour la 6e édition du Challenge Prince Héréditaire Jacques, où vous pourrez aussi retrouver de multiples champions du monde. Et nous ne manquerons pas de revenir sur cet événement organisé par le club bouliste monégasque qui fête cette année ses 75 ans dans une prochaine édition. Nous l'évoquions en début de journal, ce lundi 9 septembre est marqué par la rentrée scolaire en principauté. C'est également le retour de vos rendez-vous sport sur Monaco Info. Après une pause estivale, les experts reprennent du service. Bonsoir Frédéric Elion, on vous retrouve avec plaisir en plateau. Effectivement, Émilie, en cette journée de rentrée scolaire en principauté, c'est la rentrée pour nous aussi, pour les experts. On va débuter dès ce soir avec la 3e saison des experts basket, toujours avec notre consultant Ali Traoré, où l'on va revenir sur cette intersaison, les transferts, les départs, les arrivées. On vous dira tout donc avec Ali. Et puis dès la semaine prochaine aussi, le retour des experts foot. On reviendra sur le début de saison plutôt intéressant de l'AS Monaco en Ligue 1 et aussi la perspective du retour de la Ligue des Champions avec bien sûr ce match que tout le monde attend face au Barça à domicile au Stade Louis II. Match qui aura lieu le jeudi 19 septembre à 21h au Stade Louis II. Les experts basket, c'est donc tout à l'heure après le JT. Sachez également que les experts tennis sont aussi de retour. Christophe Paco et Laurent Orsini vous donnent rendez-vous à partir de samedi pour vivre sur Monaco Info la Coupe Davis. Les Monégasques affrontent le Maroc pour une place pour les barrages d'accession au groupe 1 Monde. Toutes les rencontres seront à suivre en direct sur notre antenne et suivies donc des experts tennis réalisés depuis Marrakech. Il est temps à présent d'accueillir notre second invité. Il s'agit de Benjamin Ducongé, directeur des programmes de Radio Monaco. Ensemble, nous allons évoquer la rentrée sur Radio Monaco. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Émilie. Vous avez retrouvé vos auditeurs depuis quelques jours déjà. Quel est le ton de cette rentrée 2024 sur Radio Monaco ? Un ton résolument positif, ça c'est pas nouveau puisqu'on essaie toujours d'être positif, mais on a rajouté quelques rendez-vous avec de l'actualité positive dans la matinale et puis surtout un ton autour de l'information de proximité. Et qui dit rentrée dit nouveauté, de nouveaux visages, de nouvelles voix viennent enrichir l'antenne. Hein. Oui, alors on a une nouvelle journaliste qu'on est très heureux d'accueillir dans la matinale de Radio Monaco qui se déroule le matin en direct de 7h à 9h. Aux côtés de Giulia Testaverde et moi-même, on a accueilli Emma Solzé qui a justement cette mission de développer l'actualité locale en principauté de Monaco et dans les communes voisines et puis de faire beaucoup de reportages pour les flashs d'information. Et puis le soir, on a un nouveau rendez-vous dont on est vraiment très fiers qui s'appelle Génération Charlie, entre 16h et 19h, avec un visage que tout le monde connaît, c'est Charlie Nestor. On se souvient évidemment de lui, puisqu'il a travaillé dans Coucou c'est nous, aux côtés de Christophe de Chavannes, et puis surtout avec son acolyte Lulu, c'était le duo Charlie et Lulu qui présentait le Hit Machine sur M6. C'est une figure phare du petit écran qui est venu vous rejoindre. Hein. Oui, tout à fait. Alors ça s'est fait, je dirais pas par hasard, mais à l'issue d'un café un matin à la radio, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun, qu'il avait des anecdotes incroyables et puis qu'il connaissait très bien Monaco puisqu'il réside ici à proximité de la principauté et donc très vite avec l'accord de notre propriétaire Gildo Pastor, on a pu le mettre à l'antenne le soir entre 16h et 19h.
Le sport aussi aura toujours sa place sur l'antenne de Radio Monaco avec Jean-Christophe Sanchez? Oui, tout à fait. Alors évidemment, l'actualité sport, d'ailleurs, on a mis du sport dans Génération Charlie, puisque le concept de Génération Charlie, c'est tous les soirs de retracer une année. Jean-Christophe est là pour nous parler des événements de l'année qui est à l'honneur, et puis évidemment, l'actualité sportive de la Principauté, toujours très riche, avec des directs avant les matchs de l'AS Monaco, le foot, évidemment le basket et puis tous les grands événements, le tournoi de tennis, le tournoi, la compétition d'athlétisme l'été, puis évidemment la Formule 1 et la Formule I. Radio Monaco a été créé en 2007, Benjamin, par Gildo Pastor. Qu'est-ce qui, selon vous, fait son succès aujourd'hui ? La stabilité, le fait que Monsieur Pastor nous donne des moyens extraordinaires pour travailler comme on peut de radio, et puis un concept abouti avec une belle programmation musicale, des DJ, le fait de pouvoir être toujours près de l'événementiel, et puis cette ligne éditoriale que nous on qualifie de Monaco First, puisque notre priorité c'est toujours Monaco. Oui, elle arrive à réaliser ce savoureux mélange entre l'information et la musique. Oui, tout à fait, et c'est ce qui plaît aux auditeurs. On est très proche des auditeurs parce qu'on en a souvent qui passent à l'antenne, et avant et après qui passent à l'antenne, on les interroge souvent pour savoir ce qu'ils aiment, et c'est vrai que c'est à la fois la musique et puis l'information de proximité. Elle émet toujours au-delà de nos frontières ? Oui, elle émet aux États-Unis depuis novembre 2023, et ça c'est une chance inouïe. C'est une manière pour nous de faire la promotion de Monaco sur le territoire américain. Grâce à notre partenaire SiriusXM, on fait partie des radios nationales américaines, puisqu'on diffuse sur tout le territoire des États-Unis et du Canada en langue française et en anglais, et tout ça est piloté depuis le Gildo Pastor Center ici dans le quartier de Fontvieille. Et selon vous, le digital fait partie de l'avenir de la radio ? Alors nous, on est en plein dedans, puisque petit à petit, eh bien, on fait presque autant d'audience sur l'écoute digitale de la radio que l'écoute traditionnelle en hertzien. Et la radio reste un média majeur encore ? Oui, on le voit le matin et puis en fin de journée, notamment toutes les personnes qui prennent leur voiture en principauté, mais aussi les nombreux travailleurs qui font partie vraiment de notre audience, qui viennent chaque jour travailler en principauté de Monaco. Et puis on s'aperçoit finalement que grâce au digital, on arrive à toucher encore notre public à la maison et sur leur lieu de travail. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin Ducongé, d'avoir été notre invité ce soir. Et puis, belle rentrée à vous. Merci beaucoup. Et puisque nous parlons rentrée, c'est également le retour de votre rubrique « Ceux qui font Monaco ». Et ce soir, nous faisons durer un peu plus l'été en retrouvant Christinda Thomel du côté du Larvoto. Bonsoir Christinda. Oui, aujourd'hui, nous avons choisi de mettre en lumière une institution à Monaco née il y a plus de 18 ans de cela. Un lieu où il fait bon vivre et où la convivialité rime à tous les temps. Un lieu empli de lumière et de musique, comme son nom l'indique. Nous parlons bien sûr de la Note Bleue. Ça a commencé en 2000 par un tout petit kiosque à sandwich. Alain, le patron, a vu que ça prenait, qu'il y avait un bel outil de travail ici. Donc après, il a fait venir notre chef Laurent Paya. Et du coup, ils ont commencé à monter tous les deux une belle cuisine. Et après, Alain, lui, a mis un petit peu le jazz dans l'établissement. Donc que ce soit la personne qui veut écouter un concert, les gens qui vont en plage, le dîner, l'apéro, un bon petit-déj. On essaye de plaire à tout le monde. On a un outil de travail superbe. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les assiettes, justement ? On a une belle carte de choses à partager. On a une petite carte asiatique. On a une belle partie thaïlandaise. Après, méditerranéenne, bien sûr. Et alors les concerts, les groupes, vous les choisissez comment ? C'est Arthur qui est revenu d'Australie, qui lui maintenant a repris la direction artistique à la réouverture en juillet 2021. Et du coup c'est lui qui book tout ça. Comme cet été on a eu Patrice Rushen, c'était incroyable, et du coup on a fait ça un dimanche et un lundi. Ce côté fermé à l'intérieur nous permet d'avoir des concerts tout l'hiver, tous les mercredis l'hiver, et de travailler le soir, donc c'est super.
Vous l'aurez donc compris, la Note Bleue vous accueille ici tous les jours avec le sourire, que ce soit le midi ou le soir. Et puis pour réserver vos places pour les concerts, eh bien sachez que les concerts durant les mois de juillet et août ont lieu tous les vendredis et samedis soirs. Et puis pour le reste de l'année, c'est le mercredi soir. Jetons un coup d'œil à présent à vos prévisions météo. Pour cela, Alban Jean-Jean nous a rejoint en studio. Bonsoir Alban, on dit souvent qu'après la pluie vient le beau temps. Est-ce que cette situation va durer en principauté ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le soleil continue de briller pour ce début de septembre avec une légère brise toute la journée. Les températures se réchauffent toutefois légèrement demain en principauté avec 21 degrés prévus le matin et jusqu'à 27 degrés l'après-midi. Et en ce mardi 10 septembre, nous célébrerons la Saint-Inès. Merci Alban pour toutes ces précisions et merci à vous pour votre fidélité. On referme ce journal comme nous l'avons débuté avec la rentrée scolaire. Photo signée ce soir Manuel Vitali. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et n'oubliez pas, à suivre dans quelques instants, les experts basket avec Frédéric Elion et Ali Traoré.